Cette troisième partie du Grand Journal, vous pouvez nous écouter sur l'application Radio J qui est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio J. L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Bonjour Cédric Masse. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes historien militaire, président de l'Institut Action Résilience. Les combats et les bombardements se poursuivent actuellement autour des villes de Kharkiv, Mariupol et Kiev. Après 8 jours de guerre, Cédric Masse, où en est précisément l'offensive russe en Ukraine ? Elle a progressé très rapidement. Il faut se garder de tout triomphalisme au regard de la première impression. Ils ont tenté un pari de l'effondrement immédiat du régime ukrainien et de toute résistance qui a échoué. Mais pour autant, quand on regarde une carte, on se rend compte qu'aujourd'hui, les objectifs principaux de l'armée russe sont menacés. Et la résistance ukrainienne doit mener d'énormes combats par rapport à ça. Donc, il faut faire très attention. Quand vous regardez sur une semaine, la progression est quand même très importante. Donc, c'est un défi qui a été mené à son terme par l'armée russe. Maintenant, on va voir quelles vont être les étapes suivantes de ce conflit qui rentre dans une phase différente avec une nouvelle guerre des villes, comme on a pu la connaître sur d'autres théâtres d'opération récents, notamment au Moyen-Orient. On va y revenir dans quelques instants. Cédric Masse, Moscou a communiqué hier sur la mort de près de 500 de ses soldats au combat, un nombre a priori particulièrement important au regard de la dissymétrie de la puissance entre les deux armées. Est-ce que la puissance de l'armée russe, justement, qui a été, rappelons-le, modernisée ces 15 dernières années, a été peut-être un peu surestimée ? Alors, c'est évident, si vous voulez, vous avez deux problématiques. Vous avez à la fois une armée qui est très moderne, un fer de lance, mais vous avez aussi des gros bataillons. Or, sans engager 150 000 hommes, la Russie n'a pas les moyens d'engager et d'équiper de manière moderne 150 000 hommes. Et on le voit notamment avec la question des communications. Ils utilisent des moyens de communication clairs, voire même des moyens civils, parce que toutes les unités n'ont pas le dernier matériel du dernier cri. Et c'est simplement un décalage entre le nombre qui est engagé. L'armée russe a fait le choix, et compte tenu des distances et de la taille de l'Ukraine, c'est un choix qui est tout à fait logique de jouer sur le nombre, sur une masse numérique. Mais cette masse numérique induit nécessairement une baisse de qualité globale ou médiane, puisque par rapport à certaines unités très technologiquement avancées, vous avez les gros bataillons qui, eux, sont équipés encore comme à l'époque du pacte de Varsovie. Est-ce que l'Ukraine, militairement parlant, ne peut que perdre cette guerre ? Très compliqué de se livrer à une perspective. Au-delà des aspects du nombre et du matériel, l'élément clé, c'est le moral. Donc, quel est le camp dont le moral va craquer en premier ? Vous avez des faiblesses des deux côtés. Les troupes ukrainiennes sont peut-être très motivées, mais leur pays est envahi. Elles vont voir s'accumuler rapidement les drames humains. Et de l'autre côté, l'armée russe n'a pas le même niveau de morale et surtout la société en Russie paraît très fragile à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire quel est le camp ? Eh ben, vous avez un certain nombre de contestations et puis surtout, aujourd'hui, vous avez un blackout de la propagande qui ne va pas tenir. Vous avez parlé d'un niveau de perte qui est très élevé. On parle des morts, mais il y a aussi les blessés. Toutes ces informations vont revenir à un moment donné à la Russie, quel que soit le niveau de blocage de la propagande. Et donc, même si les médias indépendants russes ont été fermés ces dernières heures. Exactement, et même s'il y a eu une reprise en main de la société. Donc, en réalité, c'est une course contre la montre que les deux camps se livrent. Est-ce que le soutien international va arriver avant que le moral ukrainien craque ? Et est-ce que de l'autre côté, Vladimir Poutine va pouvoir parvenir à atteindre ses objectifs ? La prise de la façade côtière maritime au sud de l'Ukraine, la prise de Kiev, la prise d'un certain nombre de gages territoriaux au sein des villes à l'est, voire même la menace des débouchés à l'ouest, avant que son moral, voire son régime, soit contesté de manière intérieure. Cette guerre a un mobile profond lié à la politique intérieure, à la situation intérieure du régime de Poutine en Russie. Et donc, c'est pour cela qu'il est engagé dans une fuite en avant. Est-ce qu'il va ne pas chuter avant la ligne d'arrivée ou après ? C'est un autre sujet. Alors, certains évoquent maintenant un long siège de Kiev, la capitale, et une possible évolution à la syrienne de ce conflit. Autrement dit, la multiplication des bombardements aériens qui décuplerait évidemment de facto le nombre de victimes, notamment civiles. Est-ce que c'est une hypothèse, Cédric Masse, une hypothèse de travail qui vous semble désormais probable ?
Ça fait plusieurs jours qu'un certain nombre de personnes, dont j'ai fait partie, ont inquiété, ont alerté de la possible syrianisation du conflit. J'ai été intervenu sur un plateau à LCP où d'entrée, 3 jours après, je disais faites attention, c'est un des dangers. On peut voir Kiev subir le même sort qu'Alep, par exemple, c'est-à-dire une lente strangulation avec des bombardements. J'insiste également sur le fait que même l'interdiction aérienne, grâce aux armes anti-aériennes qui seraient livrées en masse et qui sont livrées en masse à l'armée ukrainienne, ne suffira pas parce que tactiquement, l'armée russe a une supériorité absolue que personne dans le monde ne peut lui contester pour l'instant, peut-être la Chine, c'est la supériorité en artillerie tactique classique. Et donc, ce sont surtout des bombardements d'artillerie, de lance-roquettes multiples ou d'autres équipements de canons lourds qui peuvent faire beaucoup de mal, même si les Ukrainiens disposaient des moyens de contester la supériorité aérienne russe, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que l'armée russe a les moyens d'écraser sous les obus et les roquettes, et notamment à sous-munitions, les armes à sous-munitions et d'autres armes encore plus terribles, les villes. Et qui dit bombardement des villes, dit bilan dramatique du point de vue des civils. N'oublions pas que quel que soit le camp qui est à l'initiative, lorsqu'on tire sur des villes, la majorité des pertes et des morts, ce sont des civils, même s'il y a des combattants à l'intérieur. Donc c'est en effet une hypothèse qui est très dangereuse. Et à un autre niveau, qui dit syrianisation, dit création d'une zone de dépression qui va attirer les extrémistes. En Syrie, c'était les extrémistes djihadistes. Et en Ukraine, ça peut être d'autres extrémistes. Malheureusement, qui, dans certains réseaux, parlent déjà d'une mobilisation, d'une espèce de légion. Vous savez qu'il y a déjà des unités qui sont ouvertement nazies. Donc c'est aussi un autre danger, le danger de créer quelque part, par les agissements et l'invasion criminelle de Poutine, les conditions pour générer un sanctuaire territorial qui permettra à des extrémistes, et notamment l'extrême droite européenne et mondiale, de trouver un sanctuaire et de pouvoir organiser, se mobiliser et voire même revenir après commettre des attentats et des attaques, y compris dans les pays occidentaux. C'est un vrai risque. La syrianisation du conflit, elle est à deux niveaux. Elle est à la fois transformer Kiev en un Alep ou un Homs bis, mais aussi dans le risque de créer une espèce de Daesh néo-nazi. C'est un vrai sujet, c'est un vrai risque théorique, c'est une hypothèse de travail sur laquelle les services français notamment travaillent déjà aujourd'hui en contrôlant les départs des volontaires vers l'Ukraine. Il s'agit notamment depuis la France donc. Exactement, de ne pas recommettre les erreurs qu'on a commises lorsqu'on a laissé partir toutes les personnes radicalisées en disant ils partent en Syrie, qu'ils aillent là-bas, et en réalité ils sont allés acquérir là-bas des savoir-faire, une motivation, des éléments, voire même un commandement centralisé qui leur ont permis après de frapper très durement la France, notamment à partir de janvier 2015, et vous le savez très bien. Donc ça, c'est un vrai sujet qui est sur la table aujourd'hui. L'Ukraine n'est pas du tout nazie et n'a pas besoin d'être dénazifiée, surtout avec des tanks par Poutine, mais demain, il y a des aspects de prophétie autoréalisatrice qu'on a déjà vu se mettre en place en Syrie, en Libye ou en Tchétchénie d'ailleurs. Cédric Mas, on l'a encore entendu ce matin dans la bouche du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. La question nucléaire est revenue de manière assez surprenante dans le discours public international ces derniers jours. Qu'est-ce que ça dit de la situation ? Et puis, est-ce que c'est seulement un élément rhétorique utilisé pour faire pression sur les opinions publiques occidentales, ou c'est autre chose et de beaucoup plus grave ? C'est toujours grave quand on met sur la table et qu'on est une puissance nucléaire et qu'on met sur la table ces sujets, même en parlant de manière indirecte ou par allusion. Donc c'est toujours quelque chose à prendre très au sérieux. En revanche, la question nucléaire et la question ukrainienne sont liées depuis le début, depuis l'indépendance du pays. Je vous rappelle qu'il y avait des armes nucléaires en Ukraine et que si l'Ukraine a accepté que ces armes nucléaires lui soient retirées, c'était en contrepartie d'une garantie offerte par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie de garantir son intégrité territoriale. Dans les années 90. Dans les années 94 de mémoire. Cet engagement très fort, écrit, acté, a été violé dès 2014-2015 par Vladimir Poutine. Donc c'est un sujet. Et vous avez un deuxième sujet, c'est le nucléaire civil. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas l'arme nucléaire qui est agitée, nous sommes dans des combats qui sont au milieu de parmi les plus grosses centrales nucléaires d'Europe de l'Est. Donc, je veux dire, vous avez Zaporojye, vous avez Tchernobyl, qui est aujourd'hui occupé par les forces russes dans leur avance vers Kiev. Donc, la question nucléaire est en effet un enjeu clé à prendre très au sérieux, à la fois pour ses implications environnementales et également parce que quand on parle nucléaire et qu'on a une puissance nucléaire,
en conflit, eh ben, ce n'est jamais anodin. Et ça doit toujours être pris très au sérieux. Et c'est pris très au sérieux par les puissances occidentales. On s'intéresse aussi bien dans les chancelleries que dans les métiers actuellement au profil psychologique du moment de Vladimir Poutine. À Washington comme à Paris, on noterait une évolution sensible de son approche de la situation géopolitique de son pays. Une approche qu'on qualifie même de paranoïaque. Est-ce que, selon vous, Cédric Masse, ça va être un paramètre décisif à prendre en compte dans les prochaines semaines ? Alors, je n'ai aucune information et je ne me prononcerai pas sur l'état psychologique ou sur la situation de M. Poutine. J'aurais 2 points à signaler à vos auditeurs. Le premier, c'est qu'il agit pour l'instant comme il a agi depuis sa prise du pouvoir. La guerre est pour lui un moyen de raffermir ou d'affermir son pouvoir sur la Russie. Donc, c'est une espèce de carte magique qu'il utilise régulièrement. Et à chaque fois qu'il y a des contestations très fortes intérieures ou dans des pays voisins, je pense à la contestation très forte depuis août 2020 par le coup de force de Loukachenko et les élections truquées du 8 août 2020 au Bélarus, eh bien, la contrepartie de ça, la réponse de ça, c'est la guerre. C'est lancer son pays dans une guerre. Donc ça, c'est le premier point, indépendamment d'un profil psychologique. Là, il n'y a aucun changement. Le second point, c'est plus généralement, tout le monde dit toujours que les démocraties sont plus fragiles que les États autoritaires, autocratiques. Eh bien, dans une démocratie, les décisions sont collégiales, elles sont collectives, et donc les destins de millions de personnes ne sont pas livrés à la psyché et au délire d'un seul homme. Et donc, tant qu'on aura des dictatures, en réalité, on ne pourra pas avoir un monde en paix. Merci beaucoup Cédric Masse. Je rappelle que vous êtes historien militaire, président de l'Institut Action Résilience. On pourrait écouter cet entretien sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J.